Bonjour, aujourd'hui je vais raconter une petite histoire d'argent facile parce que j'ai eu de la chance et je vais vous raconter tout ça. C'est pas tous les jours qu'on peut faire de l'argent facile et qu'on a de la chance malheureusement, mais ça arrive, dans une carrière ça arrive. Donc quand je suis arrivé au Panama, le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai acheté une Porsche, que voilà, c'est la mienne là. Cayman, voilà, tranquille, modèle de base. Et je l'ai acheté 26 000 dollars. Elle avait 26 000 km. Elle était modèle 2009. Donc j'ai roulé pendant 3 ans avec. Je tapais dedans. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Beaucoup fait le fou. Une voiture d'extrême qualité, extrêmement stable sur la route, extrêmement manœuvrable, mais manquant un petit peu de patate, mais très manœuvrable et très bien équilibrée, très légère, très maniable, très safe. Voilà, vraiment super caisse, super caisse, super expérience. Et puis la vie a fait que j'ai changé de femme, voilà, et je n'ai plus eu Dieu que pour ma nouvelle femme, qui est cette fois-ci rouge. Et là, je suis devenu complètement gamin avec. J'en suis devenu dingue de cette caisse. Le bruit, Audi R8, là, le bruit, le moteur, la 4 roues motrices, tout, voilà, il n'y a pas photo. Et puis bon, bah, beaucoup plus de chevaux, donc beaucoup plus agressif. Donc je me suis un peu délaissé de ma première femme, la Porsche. Donc j'ai essayé de la vendre il y a 8 mois. Je l'ai mis en vente. Je voulais la vendre 20 000 dollars. Et j'ai reçu des propositions, alors c'était le Covid, donc j'ai reçu des propositions à 19 000 dollars. Puis ça m'a gavé en fait. Donc j'ai essayé de courir. Je l'ai mis sur un parking dans mon immeuble. Je m'en suis plus occupé. Donc la batterie est tombée en rade, donc on peut plus la démarrer. Ça me fatiguait ces conneries. Donc voilà, le temps a passé et c'est là que la chance est entrée en jeu. Donc je me trouve sur un site qui s'appelle wolfstreet.com. Le mec est assez bon pour parler de l'inflation dans son détail. Il a une compréhension assez fine de l'inflation. J'aime beaucoup son travail de documentation des phénomènes inflationnistes. Et je reste persuadé que l'inflation, c'est l'une des variables les plus importantes de la vie pour les Occidentaux, même pour le monde entier. Cette histoire d'inflation, c'est ce qui va déterminer la valeur du travail, la valeur des capitaux, la rente des capitaux, les business, qui va monter, qui va descendre. L'inflation, ça impacte sur les outils de transaction, mais ça impacte aussi sur le storage de valeur, sur la conservation de la valeur. Un patrimoine, c'est quelque part juste une quantité de pouvoir d'achat disponible qu'on veut conserver pour le futur, et le pendant c'est l'inflation. Donc l'inflation est très importante. Ce site est très bien, fait des beaux graphiques comme celui par exemple de la valeur aux États-Unis des automobiles usées. Donc c'est un index, et qu'est-ce qu'on voit en 2021 là, depuis quelques mois on passe de 130 à 200, donc on a une explosion d'inflation, 45% de hausse entre mai 2019 et puis mai 2021, 45% de hausse sur 2 ans. Mais on voit bien que la hausse, elle est vraiment concentrée sur les derniers mois, les 4-6 derniers mois. Juste pendant que moi, justement, j'étais occupé à conduire madame. Et donc, il s'est passé que j'ai rouvert cette semaine les sites de vente de Porsche, voilà, hop. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Les sites américains de vente de voitures d'occasion, ils font des moyennes sur la valeur des bagnoles. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une voiture, donc j'ai fait 10 000 km avec. Et quand j'ai regardé cette cotation il y a 8 mois, ça valait 27-28 000 dollars pour un Cayman 2009 avec 23 000 miles, c'est-à-dire 35 000 km. On valait 27-28 000. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, le site indique que c'est un fair deal, donc on est 31 dollars, c'est rien du tout, juste sur la moyenne. On est vraiment en plein dans la moyenne, et le prix c'est 38 455 dollars. C'est-à-dire qu'en fait, ma caisse, que j'ai laissé dormir sur un parking parce que ça me gonflait, a pris environ 10 000 dollars de valeur aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Je vais tout simplement prendre un truck, je vais le rentrer. Alors, il y a probablement des phénomènes de pot catalytique aux États-Unis qu'il n'y a pas au Panama. Donc, il est clair qu'il va falloir peut-être faire quelques modifs à l'arrière. Mais le fait est que plutôt que la vente 19 000 dollars au Panama, je vais la monter sur un camion. Donc, le Panama importe 80% de sa bouffe.
en provenance d'Amérique latine par bateau, et puis en provenance des US et du Canada par truck, par camion. Et puis du Mexique aussi, on achète pas mal au Mexique. Et donc ce qui va se passer, c'est que les camions qui remontent par la panaméricaine, donc c'est une 4 voies qui part de Panama City, qui va au Texas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Arizona, il y a la Californie, voilà, toutes ces zones sud des États-Unis sont connectées via le Mexique, via la panaméricaine. Donc il y a énormément de camions qui remontent à vide pour aller chercher de la bouffe et redescendre à plein. Donc rentrer à vide, je suis sûr que je vais trouver une compagnie qui va pas me charger trop cher. Donc je vais la rentrer dans un camion. Je vais larguer je sais pas combien de milliers de dollars pour trouver un mec pour qu'il me la vende et qu'il l'importe aux US. Et puis je vais aller la revendre tout simplement là-bas. Et donc au lieu de la vendre 20 000 dollars, on va dire que ça va me coûter 5 000 dollars au total avec toutes les manips. Donc si je la revends 33 000 dollars, même 32 000 dollars, j'ai rien à foutre. J'aurais gagné 6 000 dollars avec une voiture que j'ai utilisée 3 ans, 10 000 km. Mais je me suis bien amusé avec. Et voilà, donc la chance, ça a été l'inflation sur les voitures usagées qui a explosé aux États-Unis. C'est incroyable, c'est du quasiment jamais vu ce pic d'inflation et je tombe dedans. Donc ça crée pour moi une opportunité assez importante dont je vais profiter, dont je vais bénéficier alors que vraiment j'ai rien anticipé, c'est du pur hasard quoi. Alors ce n'est pas tout. Certains veulent avoir de mes nouvelles, donc c'est pas tout. Je suis depuis 1 mois et demi sur l'achat d'un voilier de 15 mètres à 50 pieds. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que les gens sont occupés actuellement avec les différentes crises politiques, médicales pour certains, pour les personnes âgées, puisque le Covid touche quand même les personnes âgées, mais médicales, politiques, restrictions des libertés, voilà, qui font peur. Je me rappelle qu'en dernier, je passais pour un gros cinglé, et puis que cette année, on a commencé à... On va dire que les politiciens en Europe ont commencé à dérouler l'agenda, en fait, concrètement, avec des discours beaucoup plus durs, comme celui de Macron en juillet. Donc, de cinglé, je suis devenu moins cinglé aux yeux du public, puisque beaucoup commencent à se rendre compte que on est dans un cadre un petit peu plus vaste que la simple petite grippe que nous avons massivement attrapée tous. Donc, les gens sont très très occupés avec ces histoires collectives. Et, en plus, on va vers du chaos économique. Donc là, comme je viens de vous parler de l'inflation monétaire qui se propage à des biens comme les bagnoles usagées aux États-Unis, mais ça se propage un peu bizarrement, c'est-à-dire qu'il y a des crises, des ruptures dans les chaînes de fabrication, de production qui créent du chaos en fait, donc les gens commencent à être perturbés. On a des soucis sur les marchés du travail, donc des ressources humaines. Il y a également des problèmes purement monétaires, c'est-à-dire qu'avant on injectait de l'argent dans le circuit financier, et contrairement à ce que tout le monde a raconté, ça n'a jamais rien fait de concret, mis à part que les riches sont devenus plus riches par rapport aux pauvres et que c'était vraiment totalement injuste. Ouais, bon, ok, mais bon, tout le monde avait quand même un peu le ventre plein et tout le monde s'en branlait, même si oui, c'est injuste. Aujourd'hui, on est en train de mettre de l'argent dans la poche directement des consommateurs, et ça, on sait que c'est ultra inflationniste depuis toujours, et ça s'est immédiatement manifesté en réalité. Là, l'inflation est arrivée pour de bon quand on a fait ça. Donc, ils ont fait ça aux US, ils ont fait ça en Europe. Donc, on a des distorsions majeures maintenant sur la valeur. Alors la valeur c'est important parce que la valeur c'est ce qui permet de faire des échanges à l'instant T, mais c'est aussi la valeur qu'on conserve dans le temps pour du pouvoir d'achat dans le futur. Donc quand on commence à toucher à l'inflation, à faire des distorsions là-dedans, les entrepreneurs sont gênés, tout le monde est gêné par ça, c'est vraiment la merde, donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc on a un certain nombre de crises comme ça qui se superposent dans tous les sens, ce qui fait que les gens qui n'ont pas envie de s'occuper de ça se retrouvent, ils se sentent menacés, donc ils prennent des décisions sous le contrôle de leur père reptilienne et ils font à peu près n'importe quoi. On va dire comme ça. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est ce que je fais depuis 6 mois. Depuis 8 mois, donc je surveille tous les marchés d'assets, même des assets qui peuvent perdre de l'argent. La preuve, les voitures, je vais finir par en gagner avec la Porsche, alors que j'étais censé perdre sur le papier. Donc tout ce qui est bateau. Alors aussi autre chose, il y a des secteurs économiques qui sont directement targetés par le pouvoir politique, comme tout ce qui touche au carbone et au transport, donc les compagnies d'aviation, l'hôtellerie, le tourisme. Je vais en profiter pour présenter un ETF qui a été lancé il y a quelques mois. Si vous me permettez, je vais aller sur un site là. Ça s'appelle Trip
TRYP, ça s'appelle, c'est un ETF qui surveille le prix des actions de compagnies aériennes, les hôtels et les cruise lines, les compagnies comment ça s'appelle, de paquebots là, de touristiques. Et donc ça a démarré il y a 3 mois ce truc-là. Il est très très intéressant parce que voilà, il a démarré en mai. Alors, on va le grossir, on va le mettre sur 3 mois. Il fait que descendre. À mon avis, il est très intéressant parce que cette industrie, elle est directement connectée à la consommation de carbone et ça, c'est directement contradictoire avec le pouvoir. Donc, je pense qu'il faut faire un ratio de cet ETF par rapport au SP500 et quand il descend plus vite que le SP500, donc il est plus faible que le SP500. Tant que ça sera plus faible, ça voudra dire qu'il y a des distorsions politiques en arrière-plan qui visent à limiter ce secteur qui représente 10 à 15% de l'économie mondiale. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Donc, du fait de ces convergences politiques, économiques, de destruction, il y a un certain nombre d'actifs qui commencent à souffrir, comme les hôtels, comme les charters en bateau, comme les avions, les compagnies aériennes. Il y a des distorsions sur les correspondances, il y a des lignes qui sont fermées, les aéroports souffrent. Il y a tout un pan de l'infrastructure qui en prend plein la gueule actuellement. Et ça se rajoute aux couches politiques, sanitaires, médicales et tout le reste. Et donc les gens perdent leur raison, en fait, littéralement perdent leur raison. Donc moi, ce que je vous invite, puisque vous êtes une communauté Objectif Éco, nous sommes entre nous, donc il y a 10 000 personnes qui vont regarder ça et pas plus. Donc c'est pas très grave si je vous dis quoi faire. Donc je vous invite moi à connaître les prix des objets, à avoir un long historique, à savoir ce que vous achetez et à commencer à vous porter acquéreur quand les gens font n'importe quoi. Donc moi, voilà, donc là je présente un 15 mètres, un bateau très joli. Le propriétaire le vendait, voilà, un pont en tech et tout, 15 mètres, 3 versions cabine propriétaire à l'avant, tout équipé, donc c'est un peu vieux, le bateau est un peu vieux, mais il y a un prix à conséquence. Donc ce bateau est détenu par un Américain de 68 ans, qui a traversé pendant le Covid les Caraïbes, qui arrive à Panama. Le Panama, en fait, faut savoir, c'est que c'est pas très très joli à l'intérieur, contrairement au Costa Rica, mais à l'extérieur, sur les côtes sont extraordinaires, c'est des joyaux de la nature. Il y a des archipels de plusieurs centaines d'îles. Vous avez Bocas del Toro sur la côte Caraïbe, les San Blas, et puis vous avez les Pearl Islands sur la côte Pacifique, et puis vous avez une autre région sous le Costa Rica qui s'appelle Chiriquí, c'est les parcs nationaux, Coiba, Sebaco, ça, c'est très poissonneux, c'est très sauvage, et voilà. Donc ce sont des joyaux. Donc les gens en fait ce qu'ils font c'est qu'ils traversent l'Atlantique, les Caraïbes, voilà, puis qu'ils peuvent pas s'empêcher de venir visiter Panama. Puis une fois qu'ils ont fini, comme Panama c'est au fin fond du golfe des Caraïbes, donc une fois que vous êtes au Panama, il n'y a plus rien à faire. Et donc ce qu'ils font c'est qu'ils posent leur bateau, vous voyez là d'ailleurs le bateau il est posé sur un tarmac. Et puis ils rentrent dans leur pays, puis après leur vie, puis après ils se disent bon je vais vendre mon bateau. Alors ça c'était bien avant, ça pouvait marcher. Ça marche plus à cause du trip, à cause de l'industrie. D'abord, plus personne se déplace parce qu'avec les tests à la con tous les 4 matins, c'est vraiment contraignant, donc ça fait chier à quoi et tout le monde. En plus, les gens ont peur de se déplacer. Et enfin, c'est-à-dire que si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe, et puis que vous voyez un bateau dans un site d'annonce, là, imaginons que ce ne soit pas des voitures, mais des bateaux, et que vous voyez un bateau à prix intéressant, vous ne montez pas dans un avion pour aller visiter à Panama. Hein. Ça, je vous garantis, il n'y a personne qui fait ça. C'est trop loin, c'est trop chiant, c'est trop contraignant. Voilà. Donc, du coup, il y a pas mal de bateaux qui se retrouvent sur le tarmac à Panama, qui sont à la vente, de propriétaires étrangers qui payent. Ce bateau-là, il paye $700 par mois de parking sur un tarmac. $700 par mois, 730. Donc, évidemment, le mec, il met en vente, il attend un an, ça lui a coûté 7000 balles de parking, donc il commence à s'impatienter, donc il baisse son prix. Il baisse le prix, ce qui est normal, pour essayer d'aller chercher un acheteur, pour créer une occasion, donc il baisse, et puis il a tellement baissé que j'ai fait surface, donc j'ai été le visiter ce bateau. Il a 18 ans d'âge, honnêtement, il est encore bien conservé. Il va falloir réinvestir, je pense, $15 000 pour le rafraîchir, un peu d'électronique, un peu de conneries, des détails. Le moteur est en très bon état et la coque est en très bon état. On a pu vérifier qu'il n'y ait pas de jetons. Voilà, donc on va faire une expertise après. Ce qui se passe, c'est que quand on achète un bateau, il faut faire une expertise. Voilà. Et donc, le propriétaire ne voulait pas se déplacer pour faire une expertise.
Ah, parce que rebelote, Covid et tout le bordel. Donc du coup, ça s'est terminé. Il m'a dit, moi, je baisse encore mon prix. Alors, je vais pas donner le prix public parce que ça va. Je vais même pas commenter le prix que j'ai acheté. Mais si j'achète, c'est que j'ai une bonne raison de le faire. Donc, il a rebaissé son prix de 15 000 dollars jusqu'à atteindre un seuil qui justifie que j'achète le bateau sans avoir fait une seule expertise, sans même l'avoir mis à la mer, même avoir mis le moteur. Il m'a offert un prix qui couvrait tous mes risques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marcheront pas, il y a des choses qui marcheront, je devrais changer, je ne sais pas à quoi je vais m'exposer, mais le prix a été fait en conséquence. Donc là, je vais me retrouver acquéreur d'un bateau de 15 mètres, qui est encore en bon état, et c'est une belle machine, hein, c'est le haut de gamme de Jeannot, de Beneteau en fait, c'est un Oceanis, 50 pieds, donc c'est une belle bête. Hein. Moi, dans ma Bretagne natale, on ne trouvait pas ces bateaux, ça s'arrêtait généralement à 45 pieds. Les gens avaient passé de thunes à l'époque quand j'étais en Bretagne, entre 1990 et 2005. Les gens, ils naviguaient sur du 40-45 pieds, c'était les plus beaux bateaux dans les ports. Il y avait très rarement des 50 pieds. Donc c'est un beau bateau, 50 pieds. Un neuf, ça vaut 500 000 $, un truc comme ça. Dans les nouvelles gammes, on est en train de parler quand même d'un putain de bateau. Donc, je me retrouve acquéreur grâce à tout ça d'un bateau à un prix que je ne commenterai pas, je ne dirai pas publiquement, mais c'est un putain de prix que j'ai obtenu pour ma prise de risque que j'estime rémunérée par la baisse du prix. Voilà, je prends tous les risques, mais ça me convient, c'est ok. J'ai pricé, j'ai fait mes calculs et au pire du pire, même s'il y a des grosses choses à changer, je me ferai pas mal financièrement et puis je peux aussi me retrouver très gagnant grâce à cette histoire. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout simplement, faut peut-être débrancher un petit peu du Covid là, et toutes les conneries, et de Macron, ses discours, et toutes ces conneries dont on a rien à branler, avec les couvre-feux, le restaurant ouvert, pas ouvert, le cinéma pas ouvert, voilà, est-ce qu'on a le droit d'aller manifester ou pas, machin. En fait, moi, je voudrais vous inviter à changer l'état d'esprit, parce qu'autour de moi, les gens en Europe, il y a comme un égrégore, en fait, il y a comme une forme d'énergie qui englobe un peu les populations, qui les amène à penser toujours dans le même sens. Moi, je suis pas dedans, parce que j'ai jamais regardé les news depuis 20 ans, puis j'en ai à branler en plus. Donc, je reste centré sur ma vie, et c'est ma vie qui part de l'intérieur, qui va impacter l'extérieur, et non pas l'extérieur qui va impacter l'intérieur. Et donc, quand on fait ça, je voudrais que vous ouvriez vos yeux, parce que ça regorge d'opportunités massives, partout. Donc, moi, cette année, avec Antoine, on a relancé une marque de glace à Panama. Ça fait 3 mois, puis là, on va commencer à distribuer, donc ça s'annonce bien. En plus, on perd plus d'argent, on en fait même un petit peu, c'est positif dès le 3e mois. Je roule en Audi R8, j'ai eu l'opportunité d'avoir, grâce au Covid, un 600 mètres carrés en duplex, pareil, avec une remise conséquente. Maintenant, j'ai un bateau de 15 mètres. Je vais pouvoir vendre ma Porsche beaucoup plus cher que je ne l'ai acheté. Donc tout ça, c'est un petit peu facile à partir du moment où on se décale de l'égrégore, c'est un peu le discours que je dois tenir. Et je vous annonce, la semaine dernière, on a aussi acheté un terrain en bord de mer avec 2 plages privées dans une zone extrêmement sauvage, extrêmement superbe. Très grand terrain, plusieurs dizaines d'hectares. Donc il est comme ce bateau. Donc comment ça se passe quand on achète un bateau au Panama? Il faut le faire immatriculer. Donc c'est un bateau américain en fait à la base qui est immatriculé aux États-Unis que je rachète. Donc aux États-Unis, c'est intéressant de le laisser en système américain. Donc il est préférable d'avoir un copain américain pour pouvoir faire les démarches. Donc il est matriculé au Delaware dans une société, et donc on crée une société, on achète le bateau, on l'immatricule aux États-Unis en ayant bien sûr quelqu'un américain de passeport pour pouvoir faire cette opération. Donc du coup, si je veux le revendre aux États-Unis, il est déjà complètement légalisé, organisé. Donc il y a un certificat d'ownership, de propriété aux États-Unis. L'avantage d'être dans le système américain pour les bateaux, c'est que vous avez aussi ils appellent ça un abstract of title, c'est-à-dire qu'en fait ça vous permet de savoir si des dettes sont attachées, si ce bateau sert de collatéral, si ce bateau est tout simplement engagé dans une procédure d'emprunt et sert de valeur de collatéral. Donc ça vous permet d'avoir un papier qui vous dit non, il n'y a absolument aucune dette attachée au bateau. Donc le système américain de transaction est quand même assez sécure par rapport à... C'est quand même plus sport de faire une transaction à Panama, au Costa Rica quelque part, que aux US. Donc il faut tout simplement créer une société, mais en Europe, si vous achetez des bateaux, moi je peux vous le dire, ce que j'ai étudié, la Pologne a lancé un statut il y a 4 mois pour immatriculer des bateaux à des prix hors toute compétition si votre bateau fait moins de 24 mètres. Ensuite, Panama détient une flotte record au niveau mondial avec les îles Caïmans, Gibraltar et ses destinations. Mais généralement, en fait, c'est des pays
qui vous permettent d'immatriculer des flottes qui ne navigueront pas dans leurs eaux territoriales. Si vous immatriculez un bateau au Panama et que vous l'utilisez dans les eaux du Panama, alors là, ça va être le carton plein. Ils vont exiger chaque année un droit de naviguer dans les eaux territoriales et il coûte cher. Donc, on se retrouve dans une configuration où, pour posséder un bateau, il faut l'immatriculer dans un autre pays et ensuite on va voir le Panama et on lui dit je voudrais un permis annuel pour 1 an pour pouvoir naviguer dans tes eaux, cher Panama. Et là, ça coûte très peu. Donc, le Panama est très bien pour matriculer des bateaux, mais pas quand on vit à Panama. Donc, quand on vit à Panama, il vaut mieux les immatriculer, encore une fois, au Caïman, à Gibraltar, en Pologne ou alors aux États-Unis. C'est ça qui est le plus rentable. Voilà. Donc, ensuite, pour l'achat du terrain, donc ça, pour les États-Unis, je reviens sur le bateau toujours. Donc les transactions ont lieu avec des closing agencies, c'est des agents qui vont s'occuper de toute la paperasserie pour les papiers. Et donc c'est assez confort, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça a coûté. Alors l'immatriculation d'un 15 mètres aux États-Unis pour 5 ans chez les US Coast Guard, ça coûte $550. Et ensuite, la closing agency réclame, je crois pour faire le boulot, quelque chose comme $700, mais c'est splitté en deux avec le vendeur, donc $350, voilà, de frais pour la transaction et $550 pour pouvoir immatriculer un bateau 5 ans. Autre chose, j'étais en train de vous parler de l'Audi tout à l'heure, la R8. J'ai fait la révision annuelle, donc moi je sais pas ce que les gens ils disent, ouais ça coûte super cher le sport. Moi j'ai payé $420 de révision annuelle. J'ai rien qu'à péter dessus sur l'Audi R8, donc en 1 an. Donc la seule truc que je vais devoir changer, ce qui va m'éclater au bout de 2-3 ans, c'est les pneus. Mais les pneus, en fait, comme dans les 4S, elle répartit la charge bien mieux que la Porsche. Donc en fait, les pneus ils s'usent beaucoup moins vite que sur le Cayman. Alors que je tape dedans comme un porc fini sur l'Audi R8, les pneus, je comprends pas, ils sont voilà. Donc je vais me faire allumer des pneus une fois et puis c'est tout. Sinon, c'est juste une frais de révision, 400 balles et l'assurance c'est 800 balles par an. Donc l'Audi R8, elle me coûte pour l'instant, elle est sur une base de $1200 par an pour un objet de luxe. Et il n'y a pas de frais au Panama. S'il y a $80 pour les plaques chaque année. Donc je suis sur $1300 en frais compris pour l'Audi R8. Donc ce bateau va me coûter $100 par an. Plus la maintenance, bien sûr, parce qu'un bateau de 18 ans, il y a des trucs qui vont péter, qui vont être changés. Mais j'aurai pas de marina, puisque je vais le garer devant le terrain que j'ai acheté. Et j'aurai pas d'essence, puisque je vais pas me balader. Le but, c'est de m'en servir au départ pour conquérir mon terrain. Donc c'est un bateau aussi qui va pas me coûter grand-chose en maintenance. Voilà, donc en fait, moi, pourquoi je fais pas de vidéo sur la crise et tout le bordel, j'en ai rien à branler, je suis occupé à vivre en fait, parce que c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est là où c'est le plus marrant. C'est pendant que tout le monde est perturbé par les circuits collectifs, il faut rester à mon avis concentré sur sa vie perso, parce qu'il y a plein de belles choses qui peuvent être réalisées avec des opportunités vraiment massives. Voilà.